Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour le premier épisode de notre nouvelle émission Panorama. On est ensemble pour 4 épisodes consacrés cette semaine au parapente et pour en parler, nous avons posé nos caméras à Mieuxy. C'est là où tout a commencé. On est avec l'un des fondateurs justement de ce sport, Jean-Claude Bétan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous étiez là, vous étiez au début du parapente ici à Mieuxy. Oui. Le premier vol ici a été fait le 25 juin 1978, après avoir eu l'idée en Suisse. J'étais en compétition de parachutisme en Suisse, et à Crans-Montana précisément, et en voyant une voile, un parachute descendre et passer avec la perspective le long d'une montagne, j'ai dit mais si on pouvait trouver un champ bien pentu pour pouvoir courir et décoller, on pourrait peut-être s'entraîner en précision d'atterrissage sans prendre l'avion gratuitement. Voilà. Ça c'était au mois de janvier, et pendant les 6 premiers mois de l'année 78, on en parlait beaucoup au Parachute Club d'Annemasse parce qu'il y avait une belle équipe de compétiteurs de précision d'atterrissage. On avait parlé des 3B, mais il y en avait beaucoup des B. Il y avait Michel Barnoux, il y avait Bernard Basquin, il y avait Marc Baruch. Il y avait plein de monde qui attendait que ça. Et c'est seulement au mois de juin, un jeudi soir, on en a parlé encore. Tous les jeudis, on en parlait après la réunion officielle du club. Et André Beaune m'a dit, écoute, si tu veux essayer ton truc, je connais un endroit. J'ai fait du Delta, c'est à Mieuxy, c'est au Pertuiset, c'est ici. Et il m'a dit, si tu veux, on y va. Voilà. Et là, on est venu le dimanche matin. Il m'a dit, si tu veux, dimanche, on y va. Donc on a pris nos parachutes. On est arrivé à Roche-Palu, dessous. C'était bizarre de voir des parachutes sur le dos en montagne. On s'est dit, les gens vont nous prendre pour des fous. Il y avait quand même des marcheurs. Et là, on a mis les vestes sur les sacs pour cacher. Pas qu'on voit ce que c'était. Et les parachutes étaient pliés pour le saut d'avion, ils étaient équipés. Tout, on est arrivé ici, on a ouvert, le vent était très bon. Et quand on est arrivé, André Beaune m'a dit, si tu veux essayer, moi j'y vais pas, c'est trop risqué et tout. J'ai dit, moi j'y vais. Je l'ai senti bien, j'ai pris beaucoup d'élan, la voile est montée, j'ai couru dans la pente et j'ai décollé. J'ai fait des virages et je me suis reposé au pied de la pente. Je suis remonté, j'étais en nage, je transpirais, il faisait une chaleur. Et là, il m'a dit, c'est bon, ça doit marcher, je pars, tu me suis, on y va les deux. Et on a décollé les deux pour aller se poser au terrain de football 1000 mètres plus bas. Voilà, c'était le premier vol. Ça donne des images assez incroyables, oui. Effectivement, oui. Ces décollages un petit peu compliqués, ces voiles qui étaient finalement pas faites pour ça. Oui et non, elles étaient faites pour ça, mais c'était dur de la monter sur la tête, on ne savait pas comment faire. Parce que pendant ces 6 mois-là, j'ai questionné beaucoup de gens, des vrais professionnels du vol. On m'a dit, il y a eu des essais de faits aux États-Unis, mais ils n'avaient pas ça, c'est pas avec ces parachutes. Parce que le parapente de maintenant ressemble aux premières ailes, aux premiers parachutes type L. C'est ressemblant. Donc, ce qu'il y avait, le problème qu'on avait, c'est que le parachute de saut a très peu de finesse, c'est-à-dire qu'il a très peu de plané. Oui, la finesse, c'est la distance qu'on parcourt par rapport à la hauteur perdue. Donc, il fallait des pentes très très raides pour quitter cette pente, quoi. Il fallait des pentes très très pentues, très très pentues, que maintenant ça décolle beaucoup mieux puisque les voiles sont plus fines, c'est plus facile. Mais ça, nous, c'était tous les contraires. Nous, c'était d'en faire le plus possible par jour pour faire des économies. Plus on sautait de montagne, plus on économisait de sauts d'avion. Et plus on s'entraînait. L'équipe d'Annemasse était très forte à cette époque. Que maintenant, c'est pas pareil. Maintenant, les gens décollent pour un vol très long, et puis ils en font qu'un. Voilà, c'est tous les contraires. C'est une fierté d'être le papa du parapente, un des papas du parapente. Oui, je pense. Je ne vais pas en rougir, de toute façon. Je crois pas. Enfin, c'est mon avis. Oui, puis j'ai fait beaucoup de vols ici. Puis après il y a eu toute l'évolution, quoi. Parce qu'il faut se dire qu'ici, c'était en 78, mais le premier parapente a été fabriqué en 86. Enfin, fin 85, commercialisé 86. C'était la randonneuse d'El2K, de Laurent de Calbermaten, un Suisse. Ça, c'était le premier parapente, ça, indiscutablement. Voilà, donc, ça peut être une fierté quand même, oui. Vous volez toujours, j'imagine. Oui, bien sûr. Alors là, je vois pas ce qui pourrait m'arrêter. Aujourd'hui, vous êtes du côté de Thollon-les-Mémises ? Oui, je suis à Thollon-les-Mémises, oui. Pourquoi là-bas ? Alors là-bas, parce que c'est beau, déjà, il y a le lac. C'est un vol qui fait 1250 mètres de dénivelé. On pose à Lugrin au bord du lac. La structure marche bien, il y a beaucoup de tourisme. Je suis là-bas parce qu'il y a longtemps que j'y suis, puis j'aime bien, quoi. Moi, j'aime bien ce site. J'aime bien les gens aussi de Thollon. Ça fait combien d'années alors que vous volez du coup ?
Alors moi j'ai commencé à voler donc, en parachutisme en 69, donc j'avais 20 ans, et en parapente depuis 78. Ça fait 40, en parapente ça fait 42 ans. Oui. Et la passion, elle est toujours intacte? Toujours. Plus encore qu'avant. Alors là, ça va peut-être surprendre, mais c'est de pire en pire. C'est pas pareil. Je m'intéresse à tout, j'aime bien les gens. J'aime bien les gens qui volent. Je sais pas, vraiment, tout est bien. Quel a été votre plus beau vol, s'il devait y en avoir qu'un? Alors le plus beau vol, c'est à La Réunion, à l'île de La Réunion. C'était en 84, j'étais avec Gérard Bosson, et on rentrait d'une séance avec des élèves, des gens qu'on formait là-bas. On volait dans l'est de l'île, à la plaine des Palmistes, et en rentrant, on s'est arrêté à un endroit où il n'y avait pas de parapente, il n'y avait rien, c'était Boiscourt pour ceux qui connaissent un peu. Parlez bien dans votre micro. Oui, et il y a une pente, il y a un parking puis une pente, et puis jamais personne n'avait volé, et là j'ai dit le vent est bon, j'essaye, et je l'ai fait. Et je me suis retrouvé au milieu de gens qui n'avaient jamais vu descendre quelque chose à part l'hélicoptère dans ce trou, quoi. Ça a été un des plus beaux, ouais, je crois. Est-ce qu'il y en a un vol dont vous... Pardon, excusez-moi. Pardon, il y a le Piton des allez-y. Neiges à La Réunion aussi. Piton des Neiges, Maïdo. Les plus beaux vols, je les ai faits là-bas. Et Tolon les Mémises aussi. On n'oublie pas, bien sûr. Est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y a un vol que vous rêvez de faire que vous n'auriez pas encore fait? C'est le Mont Blanc. Je devais le faire et ça ne s'est pas fait. Alors j'aurais eu l'occasion de le faire, le vol, parce que... il y a des gens en hélicoptère, Monsieur Blejon, pour ne pas le nommer, m'a dit mais moi je peux t'emmener, je te dépose, pas de problème. Mais moi non, je vais le faire, mais en montant à pied. Je veux y aller à pied. Voilà. Ça c'est. On espère que. Moi, j'espère que je le ferai. Ouais. Si tout va bien, il n'y a pas de raison. Faut pas se désoler. Le parapente a beaucoup évolué depuis les débuts. Il y a de plus en plus d'adeptes. Peut-être aussi la recherche de la performance à la limite du risque parfois. Quel regard vous portez sur ce parapente aujourd'hui? Alors, moi je suis admiratif et puis je suis très content des gens qui ont travaillé là-dedans. Quand il y avait les essais à Monaco, là-bas, Roquebrune, oui, ça s'appelle comme ça. Il y avait les essais de voile, il y avait l'ACPUL, les voiles étaient classées, facile, pas facile. Bon, tout était bien fait. Et je pense que les constructeurs ont fait beaucoup pour le parapente. Ils sont pas précipités, ils n'ont pas brûlé les étapes. On a des voiles écoles, comme on voit là, qui sont vraiment sécurité et tout. Je crois que c'est eux qu'il faut... Et puis les moniteurs qui enseignent bien, la formation en France est très bonne. Donc je crois que c'est surtout ça, c'est un tout. Mais il faut reconnaître que pour un sport à risque, il y a quand même peu de problèmes, quoi. Souvent, c'est les personnes qui font un peu n'importe quoi, c'est pas le matériel. Enfin, c'est mon avis. Mais oui, c'est vrai. Si les gens sont prudents, il n'y a pas de raison. C'est un sport fabuleux, quoi. On va en reparler de la formation et de la sécurité. La Coupe Picard, qui est un grand rassemblement de parapentistes, un salon important pour les professionnels. Oui. Cette année, pour cause de Covid, elle a dû être annulée. C'est un rassemblement auquel vous participez? Oui, des fois je vais, où je suis invité, ou je vais. J'ai été invité plusieurs fois par le président, sur Rimbaud, là, oui. Ben oui, moi j'aime bien y aller, mais bon, j'ai aussi le business, donc j'y vais aussi pour faire des emplettes, comme on dit. Hein. C'est le salon, il faut se renseigner sur ce qui se fait, ce qui se passe et ce qui se vend. Voilà, c'est sûr. Mais c'est un beau rassemblement, il faut reconnaître, c'est magnifique. Vous allez voler encore longtemps? J'espère. Si la santé tient le coup, il n'y a pas de raison. Je suis âgé quand même, hein. Je suis grand-père et tout, mais... J'espère que... Et là, j'ai un ancien élève là, qui a 80 ans, là, qui vole à côté. Alors, je me dis que peut-être que j'aurai la chance de voler aussi à 80 ans. On ne sait pas. On vous retrouve du coup du côté de Tolon-les-Mémises. On peut venir voler avec vous? Bien sûr. Ah oui, tout à fait. Il y a une télécabine toute neuve. Non, c'est très bien. Tolon, c'est magnifique. On va avoir un super décollage qui est en train de s'aménager. Monsieur le maire, Régis Benet, fait un gros travail. Je pense qu'il le continuera pour développer le parapente, parce que c'est un des plus beaux spots de France et d'Europe, on peut dire. Tolon, c'est magnifique. Du lac Léman. Il y a le lac Montagne
On parle d'Annecy, mais Toulon, on n'a rien à leur envier, je vous garantis. Hein. Je vais me faire des ennemis, mais ça fait rien. C'est pas grave. Mais c'est vrai que Toulon est un très très beau vol. Tous ceux qui viennent vous le diront. Demandez, il y en a 2-3 là qui volent chez nous. Il y a des particularités en termes de vent, de relief à voler au-dessus du lac Léman? C'est cool. Au-dessus du lac, c'est très cool. Hein. C'est la fin du vol. Bon, on tourne, on va poser à Lugrin après. Non, c'est très bien. Toulon, c'est un vol très facile. C'est un site nord. Hein. Il y a des moustiques. Il faut qu'il y ait du nord. Il faut qu'on ait du vent de nord. Mais ça vole très bien. C'est un beau vol. Vous avez une idée de combien de personnes vous emmenez chaque année avec vous? Non, je sais pas. Je compte pas. J'ai jamais compté d'ailleurs. C'est pas... Mais vous aimez initier, j'imagine, les gens. L'école de moins en moins. C'est les moniteurs qui y font. Aujourd'hui, ils y sont. Et l'école, j'aime bien. J'aime bien, mais de temps en temps. Il faut que j'y aille sur les stages quand j'ai envie. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite, pour vos prochains vols, vos prochaines années? Alors, je vais vous dire. Je voudrais que... Parce que mon fils est directeur d'une école à l'île de la Réunion aussi. Il a beaucoup de moniteurs. Il a repris une affaire. Il a racheté l'école où il enseigne. J'aimerais bien qu'il s'en sorte bien, qu'il fasse un bon travail. Il est jeune moniteur. Voilà, je lui souhaite le meilleur. C'est une histoire de famille, alors le parapente aussi. Oui. Les petits-enfants vont peut-être s'y mettre. C'est des filles. Pourquoi pas? Non, je sais pas. Pourquoi pas, oui. Merci beaucoup, Jean-Claude Bétan, d'être revenu sur ce site. Oui, j'aime bien le Pertuiset. J'y viens à chaque fois qu'il y a des anniversaires. Hein. J'ai fait les 20 ans, les 25, les 30, 35, 40, on va en faire encore. Vous commémorez à chaque fois la naissance du parapente. À chaque fois je vole avec les voiles que j'avais à ce moment-là, et chaque fois je me fais des chaleurs, mais j'aime bien. Elle vole toujours? Toujours, je l'ai toujours. Bon, c'est le principal. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous. On va se retrouver dès demain pour le deuxième épisode de notre émission Panorama consacrée au parapente. Je vais aller à la rencontre de 2 athlètes. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour le deuxième épisode de Panorama consacré cette semaine au parapente. On est à Mieuxy, le berceau de la discipline, et aujourd'hui on va s'intéresser à 2 athlètes du territoire. On commence avec Elliot Notchez. Salut Elliot. Salut. Alors tu es champion de France de parapente freestyle. C'est bien ça. Comment tu as commencé le parapente? Alors c'était il y a 25 ans avec mon papa en biplace. J'étais un peu autiste là-dessus. T'étais tout jeune? Ouais, j'avais 2 ans et je pensais qu'à faire du parapente et à regarder à travers les fenêtres au lieu d'écouter à l'école. Et on pensait à faire du parapente. À l'âge de 2 ans, papa m'a emmené et ils ont compris que c'était parti pour quelques années. À 10 ans, on a commencé à voler en solo. À 14 ans, à faire les premières manœuvres un peu de freestyle, on va dire. Et puis petit à petit, j'ai compris que la discipline me plaisait vraiment bien. On a décidé de se lancer à fond là-dedans et d'essayer d'en faire une belle carrière. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le freestyle en parapente? Le parapente freestyle, c'est de la voltige, de l'acrobatie. Donc on fait plein de manœuvres, on arrive vraiment à tourner dans tous les sens avec un parapente. C'est assez dur au début, tant qu'on n'y a pas vu, de s'imaginer qu'on puisse passer au-dessus de la voile et vraiment tourner dans tous les sens. Mais c'est possible. Avec de la sécurité et un joli côté artistique, ça fait penser un peu à du ski freestyle ou du patinage artistique un peu poussé. On a des figures assez impressionnantes, effectivement. Est-ce qu'il y en a une qui est vraiment ta signature, une figure qui est la figure d'Elliot? On a des figures qui s'appellent un McTwist, c'est une figure qui tourne très très vite sur 2 tours et puis on se fait un peu arracher le slip en plein milieu, donc c'est sûr que ça nous fait quand même assez rigoler. Après il y a des figures qui s'appellent l'Infinity Tumbling, où on passe à l'infini tant qu'on ne l'arrête pas au-dessus de la voile, donc ça fait vraiment des saltos avant, donc c'est sûr que c'est très visuel et puis des sensations assez dingues. Ouais. Et t'en as fait ton métier, t'en vis aujourd'hui? Et du coup j'ai fait cette année à haut niveau, donc en compétition nationale, internationale, et petit à petit on s'est penché de plus en plus sur la vidéo. Le parapente, c'est un sport assez incroyable, on peut combiner avec plein d'autres disciplines, donc on s'amuse à le combiner avec le ski, la wingsuit, le vélo, on l'a combiné avec plein de sports, et puis ça fait des vidéos assez rigolotes, et puis ça plaît aux passionnés et au grand public, donc on arrive à faire connaître un peu notre petit sport à travers les belles images. On voit effectivement des images assez folles passer de toi sur les réseaux. Tu as profité en plus de cette notoriété, de cette visibilité pour t'engager dans une association. Tu as mis ton sport au service des enfants malades, c'est ça? Exactement, c'était un
projet, un rêve depuis très longtemps. Quand j'étais gamin, j'avais vu un petit qui était en fauteuil, on l'avait mis dans la sellette de parapente, juste porté avec le papa, et puis on a vu quand j'ai vu l'émotion que ça faisait dans les yeux de la maman et du petit, j'ai dit qu'il fallait faire quelque chose. D'être très bon en compète, ça demande beaucoup de temps. Donc je voulais avoir quelques résultats avant et réussir quelques projets personnels, on va dire. Et puis maintenant que j'avais fait un peu près le tour, je me suis dit c'est maintenant. J'ai regardé un peu sur internet, je suis tombé sur Nos Petites Étoiles, une belle association qui regroupe plein d'assauts. Donc c'est du coup plus facile à organiser des journées où on essaye de faire plaisir et d'émerveiller le plus possible de gamins et les familles. Ça donne un grand rassemblement qui malheureusement a été annulé cette année. Et ouais, ça aurait été la 3e édition. Ça fait 2 ans que je me suis lancé dans ce projet où j'arrive à rameuter un peu toute ma vie, toute ma carrière de 10 ans en une seule journée. On a 60 pilotes bénévoles qui viennent. On est vraiment une belle équipe de bénévoles. Et on passe tous une journée, que ce soit pour les enfants, comme c'est la meilleure thérapie qui existe, d'offrir et de pouvoir partager. C'est juste incroyable, quoi. On repart tous beaucoup plus fort. J'étais venue vous voir effectivement sur une des premières éditions et les enfants ont vraiment des étoiles plein les yeux, c'est le cas de dire. La première, ça n'avait pas volé et pourtant on a déjà tous passé une journée de folie. On s'est dit qu'il fallait vraiment se lancer à fond dans ce projet. L'année dernière, ça a marché, on fait 60 vols, plein de petites activités. Tout le monde a pu vraiment s'amuser et puis oublier un peu le quotidien vraiment difficile pour certains. Et cette année aurait dû être une grande année, mais bon, avec la crise et pour des raisons de sécurité, je pense que c'est bien des fois de faire profil un peu bas et puis d'attendre l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine alors. Rendez-vous l'année prochaine. Et d'ici là, quels sont tes projets ? Et entre temps, on a fait voler. Il y a une des gamines qui rentre, qui se fait hospitaliser là dans 2 semaines, qui part pour 3 mois enfermée où elle peut voir personne. Et donc on a eu la chance de pouvoir la faire voler et passer une super belle journée avec elle. Donc quelques belles journées au sein de l'association. Et puis toujours quelques idées de vidéos assez rigolotes, histoire de repousser les limites et puis faire voir ce qui est possible de faire avec nos bouts de tissu. Le confinement, ça t'a donné plus envie encore de sortir ou comment ça s'est passé ? Il y a encore 3 ans, je pense que ça aurait été compliqué. Là, on a pris un peu d'âge, donc ça va un peu mieux. On a fait des vidéos, on a réfléchi aux projets futurs et puis voilà, faut pas se laisser abattre par tout ça et puis essayer de continuer d'avancer, quoi. Et on te souhaite encore plein de beaux vols en tout cas. Merci Elliot d'avoir pris un peu de temps pour nous. Et merci à vous. À bonne bientôt, journée. bonne continuation. Je vais accueillir tout de suite un autre athlète sur le plateau. Il s'agit de Johan Thirias. Bonjour. Bonjour à vous. Merci de nous rejoindre. Merci à vous. Alors, toi tu t'illustres dans une autre discipline, c'est plutôt la précision d'atterrissage. C'est moins acrobatique, quoique parfois ça l'est. Et donc le but c'est un jeu de fléchette aérien. Le but c'est de poser au centre de la cible. Et à la fin de la journée, on comptabilise un petit peu tous les centimètres qui nous ont éloignés. Et le but c'est d'avoir le moins de points possible. Comment tu es arrivé à cette discipline ? Ça fait quand même pas mal d'années que je rentre chez moi en parapente, donc je pose un petit peu dans mon jardin, dans des endroits exigus, et je trouve ça fascinant de pouvoir atterrir vraiment n'importe où. Et ça m'a amené naturellement, avec l'aide d'un ami qui m'a invité au premier championnat de France en 2017, donc de précision d'atterrissage, qui finit par un titre de champion. Donc ça m'a montré que j'avais quelque chose à faire dans cette discipline. Donc là, toujours, tu fais toujours des compétitions, ça se passe comment ? C'est chaque année le championnat de France ? Alors il y a les manches en France qui commencent à se développer, parce qu'il faut savoir que c'est une discipline qui est très jeune. Elle a une vingtaine d'années et ça a commencé surtout dans les pays asiatiques, donc au Japon. Ça a dérivé dans les pays de l'Est et nous commençons depuis 2017 à vraiment s'intéresser à cette discipline. Mais le circuit commence un petit peu à s'affirmer en France, mais c'est surtout le circuit européen et mondial qui est intéressant. L'année dernière, je suis allé au Kazakhstan où j'ai fait de beaux résultats et ça me permet aussi de connaître d'autres pays à l'aide de ces compétitions. Effectivement, c'est un bon moyen de voyager. Je t'ai pas posé la question, j'ai posé la question à Elliot. Comment tu as commencé le parapente ? À quel âge ? C'est mon papa, Dédé Thirias, qui a 3 fils, qui a mis tout le monde au parapente depuis le jeune âge et qui a ouvert notre école de parapente. On est 2 fils à l'avoir repris, dont moi le dernier. Et c'est vraiment une histoire de famille, quasiment tout le monde vole dans la famille. Donc on a commencé, l'année prochaine, je fêterai mes 30 ans de parapente.
Joyeux anniversaire un peu en avance. Donc tu es à la fois athlète, tu fais des compétitions et tu as aussi cette activité, ton école, du côté de Passy. Tout à fait, sur la commune de Passy, le décollage de pleine joue. Pour moi, je pense que l'école est indissociable pour ma pratique d'athlète, parce que la discipline est trop jeune pour pouvoir en vivre. Et donc c'est l'école qui me permet de financer mes voyages et bien sûr ma compagne, qui est aussi la directrice, qui me permet aussi de voyager, qui me donne l'autorisation. Mais ça ne pourrait pas aller l'un sans l'autre. Okay. Tout à fait, l'école est importante pour cette discipline. Ça fait quoi d'être ici, à Mieuxy, où le parapente est né ? On en discutait tout à l'heure, justement, ça fait au moins une quinzaine d'années que je ne suis pas revenu. On venait régulièrement avant, mais comme maintenant les parapentes sont tellement devenus performants, on peut décoller dans des décollages beaucoup plus bas et un petit peu moins loin de nous, de Passy. Donc c'est vrai que je trouve que le Mieuxy a été un petit peu délaissé là, ces dernières années, et heureusement qu'ils sont très actifs sur les anniversaires, parce que ça reste quand même le berceau du parapente. On en discutait tout à l'heure avec le premier interview, et pour voir là où il a décollé, fallait vraiment oser, donc il y a un grand respect à tous ceux qui ont commencé le parapente ici avec des vols de parachute. C'était un peu des fous à l'époque, effectivement. On a vu des vidéos, j'ai trouvé ça incroyable. Et on est allé voir tout à l'heure justement le premier décollage du premier vol, et voilà, on n'aurait pas cru que c'était vraiment ici dans cette pente aussi raide. On était venu vous voir aussi cet été du côté de Passy, c'est aussi un beau site de décollage. Il est en train de devenir, je pense, une référence. Il a été aménagé en moquette, on est face au Mont Blanc toute la journée et on est protégé justement de quasiment tous les vents qui peuvent nous embêter. On est le site de repli de la Haute-Savoie. Donc on commence vraiment à avoir pas mal d'écoles qui viennent profiter de ce site, et de toute façon le panorama est assez incroyable avec tout le massif du Mont Blanc juste en face du décollage. Comment s'est passé l'été chez vous ? L'été, c'est plus que bien passé. Alors je ne vais pas dire que je vais re-signer pour le Covid pour l'année prochaine, mais je pense qu'il y a eu un impact énorme. On n'a jamais autant de monde en montagne suite au Covid. Les campings étaient surchargés, les randonneurs, on a eu un monde fou, les bivouacs pareil. Donc je pense qu'il y a eu un gros impact, et ça a sensibilisé les gens qui ne venaient plus en montagne, qui allaient voyager à l'étranger. Je pense qu'ils vont revenir à la montagne, qu'ils ont réapprécié en fait la montagne française. C'est le côté positif. Par contre, est-ce qu'en termes de sécurité ou l'affluence au décollage ou dans les airs, ça a posé souci ou pas ? Non. Là, c'est juste des histoires de planning, de réglementation. Hein. Il y a la bienséance entre pilotes. Il n'y a eu aucun souci lié à ça, mis à part le port du masque obligatoire quand on est en biplace, etc. Tout a bien été respecté, et de mémoire, il n'y a eu aucun impact sur le monde du parapente. Quels sont tes projets pour la fin d'année, l'hiver ? Alors nous, on recommence les compétitions de précision d'atterrissage là, qui vont commencer ce week-end. Comme je suis un fervu de compétition, j'espère faire tout le circuit. Et l'hiver, en fait, nos projets principaux, c'est de se mettre en pause après cet été assez incroyable. Donc on prévoit un petit voyage en Espagne pour aller voler en Espagne. C'est toujours lié au parapente, hein. Ça reste au parapente, mais on aura des projets, c'est surtout lié à la compétition, parce qu'on a un manque de compétition cette année suite au contexte. Donc là c'est les championnats de France. C'est la Coupe de France. La Coupe de France. Ouais. Est-ce qu'au niveau mondial ça existe aussi, tu penses Alors cette année non, parce que là c'est un petit peu trop tard. Tout a été décalé l'année prochaine. J'espère faire partie du groupe France pour aller en Roumanie pour les championnats d'Europe l'année prochaine, et il y aura durant la même année les championnats du monde en Indonésie, donc pays que je ne connais pas, et pareil j'espère faire partie de l'équipe. Eh ben on te le souhaite. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris du temps pour nous. Merci à vous, à bientôt. Et merci à vous, on se retrouve très vite pour un autre épisode de Panorama, toujours consacré au parapente. On va s'intéresser à la formation et à la sécurité. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le 3e épisode de notre Panorama consacré toujours au parapente. On est à Mieuxy, berceau du parapente, et aujourd'hui on va parler sécurité et formation. D'abord avec Sylvain Ortlieb, vous êtes responsable de la section vol libre à l'ENSA, l'École nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix. Comment se passe justement la formation des moniteurs à l'ENSA ? Alors bonjour. Alors la formation des moniteurs, effectivement, elle est assurée par l'ENSA, et c'est une formation qui s'étale sur 2 années. Et durant ces 2 années, les stagiaires en formation alternent entre des temps de formation en centre
donc avec les formateurs de l'ENSA, et puis des temps de formation en école professionnelle. Je crois qu'il y aura un autre moment consacré justement à une école professionnelle dans le reportage. Donc voilà, des temps de formation où les stagiaires sont en situation professionnelle pour s'aguerrir et pour prendre l'habitude, le contact de la clientèle habituelle. Est-ce que tous les moniteurs passent par l'ENSA ? Est-ce que c'est vraiment le parcours obligatoire ? Alors on a à l'ENSA un test de sélection qui permet de sélectionner l'ensemble des candidats du territoire national et ensuite on retient une 50aine de candidats. Parmi ces candidats, il y en a une quinzaine qui vont dans le massif pyrénéen sur une formation qui est assurée par le CREPS de Toulouse et les autres candidats restent donc à l'ENSA sur des formations organisées sur Grenoble et sur Barcelonnette dans les Alpes de Haute-Provence. En France, c'est très encadré. On ne peut pas être moniteur de parapente n'importe comment, j'imagine. Oui, alors effectivement, comme l'encadrement de la plupart des activités physiques et sportives, le ministère des Sports dit qu'il faut un diplôme pour encadrer et enseigner. C'est le cas pour le parapente aussi. Donc l'ensemble des gens qui encadrent l'activité contre rémunération sont titulaires d'un diplôme d'État. Le nom change un petit peu au gré des années, mais tous les professionnels de l'activité doivent être titulaires d'un diplôme délivré par le ministère des Sports. Est-ce qu'il faut un certain nombre de vols ou avoir fait de la compétition ? Comment ça se passe ? Alors effectivement, pour se présenter donc, au test de sélection, il y a un certain nombre de prérequis, et notamment des prérequis techniques qui sont liés à du vol de performance. Donc il y a différents types de compétitions, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails, mais en tout cas effectivement il faut avoir une pratique compétitive et il faut avoir une expérience relativement importante. On a l'habitude de dire qu'il faut au moins 5 ou 6 années de pratique intensive pour arriver au niveau requis pour entrer en formation. Il y a toujours des exceptions, mais globalement c'est le parcours habituel. Et ensuite, quand on sort de cette formation, on peut initier des élèves, on peut enseigner sur n'importe quel terrain. Voilà, donc effectivement, la formation, elle permet d'enseigner l'ensemble de la progression, on va dire de la découverte de l'activité, j'entends par là le vol biplace, jusqu'à l'entraînement en compétition à haut niveau. Donc les professionnels qui sont diplômés, ils ont toute cette palette-là, et puis également l'ensemble des publics, que ce soit des enfants, des adolescents ou des adultes. Donc il y a tout ce panorama-là de compétences qui peuvent encadrer. En parapente, évidemment, le risque zéro n'existe pas. Je vous propose de regarder un petit extrait d'un reportage de Clémence Waldès qui était allée au décollage de la Forclaz fin juillet et qui nous parle justement des accidents de cet été. Opération de contrôle et de prévention ce lundi pour le PGHM d'Annecy sur la base de décollage de la Forclaz. Petite recommandation, faites gaffe à tout ce qui est... je suppose que tu penses à le dire, mais... tous les clients de bien fermer les poches, pas faire tomber. Tu sais, il y a énormément d'habitations en dessous. Et, exactement. Et le plus gros risque, c'est la chute d'objets, genre téléphone portable dans la poche, qui peuvent vite faire des dégâts en bas, en dessous, quoi. Depuis le 1er janvier, 42 accidents graves sont survenus en vol libre, contre 22 sur la même période l'année dernière. Sur la partie de décollage, on a souvent des gens qui vont aller se brancher dans les arbres, avec une aérologie qui n'est pas super top au décollage. Ils n'arrivent pas à gonfler suffisamment la voile ou alors ils ont mal préparé leur matériel d'avoir ce qu'on appelle des twists dans les suspentes, ce qui fait que la voile n'est pas déployée comme il faut et n'est pas maîtrisable et pilotable. Et après on va avoir de l'accidentologie plus grave sur des gros accidents, mais plus sur des pilotes expérimentés qui eux vont chercher à passer plus près de la falaise, voler dans des conditions plus difficiles, aller dans les zones réputées turbulentes en aérologie pour avoir du pilotage, jusqu'au moment où malheureusement la nature prend le dessus. Sylvain, j'imagine que gérer les accidents, les imprévus, on ne peut jamais vraiment gérer un accident, mais on apprend aussi à se former aux imprévus pendant un vol, pendant différentes choses qui peuvent arriver. Alors effectivement, il y a deux aspects. Les moniteurs sont effectivement formés à anticiper, à gérer les risques qu'on peut rencontrer dans la pratique et qu'ils peuvent rencontrer pour leurs clients. Et puis dans cet apprentissage, on apprend aussi aux futurs pilotes à être vraiment le maître d'œuvre de leur sécurité. Et ça, comme pour pas mal d'activités de montagne, ça passe à la fois par de l'analyse, essayer de bien comprendre l'environnement dans lequel on se trouve,
et puis par faire preuve d'humilité et savoir renoncer. C'est-à-dire qu'il y a certains moments où les conditions sont adaptées pour un certain niveau et ne le sont pas pour des pilotes de niveau inférieur. Et il faut être capable à la fois de faire cette analyse-là et puis de renoncer si on considère qu'on n'a pas le niveau pour évoluer dans ces conditions-là. C'est la Fédération française de vol libre qui encadre tout ça, dont vous dépendez également ? Alors c'est effectivement la Fédération française de vol libre qui gère l'activité au niveau national. Alors l'école nationale de ski et d'alpinisme est un petit peu à part puisque c'est une école qui dépend du ministère des Sports. N'empêche qu'on travaille tous dans la même direction pour essayer de faire en sorte que nos activités se développent et se développent en sécurité. Donc c'est vrai que la Fédération française de vol libre, depuis plusieurs années, met en place des actions de prévention des accidents, que ce soit par l'analyse de l'accidentologie et la sensibilisation des pratiquants, et que ce soit par des actions de formation des pratiquants comme des encadrants associatifs ou professionnels, pour faire en sorte que l'accidentologie reste la plus limitée possible. Merci beaucoup, merci Sylvain Ortif d'être venu nous voir sur ce plateau installé ici à Mieuxy. On va voir comment ça se passe un petit peu plus justement sur le terrain avec une monitrice Guéna qui va me rejoindre. Merci. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. J'accueille Guéna. Bonjour, qui me rejoint sur le plateau, sur un site que vous connaissez par cœur, puisque vous êtes monitrice au club des Choucas de Mieuxy. C'est votre maison ici. Oui, exactement. J'ai appris ici il y a 20 ans. Et j'enseigne depuis 10 ans maintenant, principalement sur le site de Mieuxy, effectivement. Comment elle a commencé votre histoire avec le parapente ? Par un stage que m'a offert mon grand-père quand j'ai eu mon bac, que j'ai pu faire quand j'ai eu 20 ans. C'est une jolie histoire. C'est vrai, ça m'a toujours fascinée. Vous avez tout de suite mordu ? Ah oui, c'est resté dans un petit coin de ma tête. J'ai pas pratiqué de manière intensive tout de suite. Mais c'est resté une part de rêve que j'ai concrétisé en faisant mon boulot à la fin. Et comment vous avez atterri, si je peux dire, à Mieuxy ? Notamment parce que mes grands-parents étaient ici, je venais ici depuis petite. Et j'y ai passé mes vacances avant de venir m'y installer. Quelles ont été les étapes jusqu'à devenir monitrice de parapente ? J'ai assez vite donné des coups de main pour l'école, et l'enseignement m'a toujours vraiment intéressée. Donc assez vite, le parcours s'est dessiné. C'était le BE à l'époque. On n'était pas sur le même cursus que celui que vient de décrire Sylvain. Et puis j'ai tout de suite travaillé en fait pour former les gens. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui passent chaque année par vos stages ? C'est des stages de formation, hein, c'est ça ? Pas tout à fait. Alors, expliquez-nous. On a un fonctionnement un petit peu particulier. On s'est spécialisé dans la formation des locaux, des gens du coin. Et du coup, on a orienté notre formation vers une formation qu'on appelle à la carte, qui permet aux gens de venir non pas sur une semaine précise, mais sur leur congé. On a un calendrier qui permet de gérer des disponibilités d'élèves et de moniteurs et de créer des séances pour essayer de contenter un maximum de personnes sur leur disponibilité. Effectivement, quand et on qui travaille. permet une formation dans la durée sans avoir à poser spécifiquement des congés. Ce qui nous permet aussi de moins subir les aléas météo, puisque on ne vole que quand les conditions s'y prêtent. Évidemment. C'est quoi le meilleur temps pour le parapente, les meilleures conditions ? Aujourd'hui, c'est pas mal. Non, après, il faut évidemment pas de pluie. On a le vent qui est aussi un facteur complexe à gérer. Parce qu'en montagne, le vent, il est pas constant. On est obligé de prendre en compte pas mal de paramètres. Mais quand il y a des journées simples aérologiquement et d'autres qui sont plus compliquées, donc on est obligé de s'adapter en permanence. Mais globalement, des journées comme aujourd'hui, il n'y a pas de piège. Voilà. On est à Mieuxy, on l'a dit, on l'a répété. Vous êtes un peu les héritiers, si je peux dire, de Jean-Claude Bétan, qui s'est lancé là il y a une quarantaine d'années, même plus. Derrière nous, exactement. C'était dans la pente qui n'est pas très accueillante d'ailleurs. Maintenant, on préfère utiliser des pentes plus douces pour nos élèves qui sont plus rassurés. Mais effectivement, on bénéficie de l'héritage de ces pionniers qui ont décidé de décoller avec leur parachute à l'époque. Vous initiez enfants et adultes ? Alors enfants, normalement, c'est pas avant 12 ans. D'accord. Les seules qui bénéficient d'une dérogation, c'est nos filles. Parce que c'est nous qui sommes Elles ont de la responsables et voilà, elles ont de la chance. Elles volent déjà avec vous ou... Elles ont volé très jeunes en biplace et puis là, elles commencent à faire des petits sauts de puce toutes seules, mais pas ici. Hein. C'est sur la porte école qui est là-bas derrière.
pour apprendre. Là, elles ne sont pas encore aptes à voler seules loin du sol, c'est trop tôt. Évidemment. La pente-école, c'est la première étape quand on commence le parapente ? Oui, tout à fait. La pente-école, c'est là où on va apprendre toutes les bases, que ce soit la préparation du matériel, toutes les notions de sécurité par rapport à l'équipement, et puis toute la gestion de la phase de gonflage de la voile, de course de décollage et des premiers posés. On a déjà des phases de vol, nous, sur la pente-école, puisqu'on a un chouette outil de travail. Au bout de combien d'heures ou de jours de pente-école on peut passer au décollage ici ? Alors, on compte 3 à 4 matinées en fait pour être prêt. Et s'il y a besoin de plus, on n'hésite pas à en faire plus. Ça arrive aussi qu'on ait des gens qui progressent très vite. L'avantage de notre formule, c'est que justement, on peut s'adapter un petit peu à toutes les progressions. On a parlé de formation, on a aussi parlé d'accidents qui ont été nombreux malheureusement cet été. Est-ce qu'on est serein quand on voit des gens s'élancer pour la première fois ? Il y a toujours une petite appréhension, j'imagine, pour vous ? En tant que moniteur ? En tant que moniteur. Dans la mesure où c'est des gens qu'on a formés, ça va. Non, ça va. C'est des gens dont on est à peu près sûr qu'ils vont bien réagir. Techniquement, s'ils arrivent ici au décollage, c'est qu'ils sont prêts. Donc non, la part de stress, c'est largement gérable. Vous n'avez jamais eu de grosses frayeurs ici sur le décollage ? Oh, non, des grosses frayeurs, non, c'est vrai. Après, il y a des ratés, évidemment, mais des grosses frayeurs, on fait en sorte que ça n'arrive pas trop. Vous avez encore le temps, vous, de voler ? Pas assez. Pas assez ? Non, pas suffisamment. Non, malheureusement, c'est comme dans beaucoup de métiers. Je pense qu'à partir du moment où on fait de sa passion son métier, c'est un petit peu au détriment de l'activité perso. Mais bon, déjà, c'est pas inéluctable. C'est-à-dire qu'après, je peux décider de reprendre du temps pour voler. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a une activité qui est assez intense et qui donc laisse assez peu de temps à côté pour le vol en loisir. Merci beaucoup, Guéna, de nous avoir accordé quelques minutes. On fait un petit coucou à Laurent, votre compagnon, dans la vie et au travail, qui nous a beaucoup aidé pour la réalisation de cette émission. Ouais, mais c'est sympa que vous soyez venus. Merci beaucoup. Merci. On va se retrouver, nous, pour un dernier épisode de ce panorama consacré au parapente. On va s'intéresser au matériel, la fabrication, la réparation, le contrôle. C'est dans le prochain épisode de Panorama. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour le dernier épisode de ce panorama consacré au parapente. On est toujours à Mieuxy, berceau de la discipline, et aujourd'hui on va s'intéresser au matériel avec la fabrication, et puis on aura également le responsable d'un atelier de contrôle et de réparation. Mais d'abord, je suis avec Max Jean-Pierre. Vous avez une entreprise Cortel Design qui fabrique des sellettes du côté de Sallanches, c'est bien ça ? Bonjour, oui c'est bien ça. Donc on fabrique, on conçoit, commercialise les sellettes de parapente et on importe aussi du matériel, les voiles, l'électronique de vol, enfin voilà, on peut fournir tout le matériel. Pourquoi vous êtes installé à Sallanches ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Parce qu'historiquement, ça s'est développé ici. En fait, le fondateur de la société vivait à Saint-Gervais, il a commencé tout petit dans sa cuisine. Après, il a délocalisé dans un atelier de couture en bas dans la vallée et puis on est resté là. Voilà, parce que à la force de l'habitude, on va dire. Puis on est pas mal en termes d'environnement pour la pratique et le développement. Effectivement, vous êtes au centre. Est-ce que vous fabriquez sur place les sellettes ? Non, on fabrique plus sur place. On fait que la conception, mise au point, service après-vente, commercialisation. La fabrication, c'était plus possible. On a arrêté en 2006. Voilà, maintenant, c'est fait au Vietnam. Et vous vendez directement sur le site de Sallanches ? Non plus. Non. Nous, en fait, comme on est le fabricant, on ne travaille qu'avec des pros. Donc, on va vendre à des importateurs à l'étranger, des revendeurs sur le territoire français, des moniteurs, éventuellement des pros, quelques guides qui pratiquent l'activité, mais pas en direct. On n'est pas équipé pour. La sellette, c'est un élément essentiel pour le pilote. Il y a beaucoup de choses qui se passent, je crois, dans la sellette. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, vos sellettes, chez Cortel Design ? Alors, on est une petite boîte qui essayons de faire des produits un peu pas élitistes, mais spécialisés pour chaque activité. La force du parapente, c'est qu'il y a une gamme d'activités qui est assez vaste. Et en fait, aujourd'hui, une sellette, même une voile, le matériel qui ferait tout, n'existe pas, c'est pas possible. Donc on a essayé de bien spécialiser nos produits pour chaque activité pour pas faire de compromis moyens, juste essayer de faire les meilleurs produits pour chacune des activités.
À qui elles sont destinées? À quel type de pilote? Plutôt confirmé, plutôt Du moyen? coup, à tout le monde. Puisque voilà, pour des débutants, le débutant n'a pas le même besoin qu'un pilote moyen, pas les mêmes besoins qu'un pilote haut niveau. Donc on a de tout. On a des sellettes très spécialisées pour la compète de cross, très spécialisées pour le vol montagne. On a des sellettes beaucoup plus passe-partout pour les débutants. Enfin, on a toutes les pratiques, sauf peut-être l'accro. On a vu tout à l'heure Voilà. un petit peu plus tôt un athlète effectivement accro. Est-ce que vous êtes vous-même parapentiste? Oui, bien sûr. Moi, ça va bientôt faire 30 ans que je vole. C'est pas mal de haut niveau également en compète, là du coup en cross. Et puis, oui, depuis 30 ans, on vole toujours. Mon associé, pareil, lui, il est 4 ou 5 fois champion de France. Ah oui. On a tous un gros passé de sportifs en haut niveau dans l'activité. Vous avez évoqué le cross, c'est une discipline où on fait des longues distances. Alors le cross, il y a le cross-country on va dire en libre, où là le but du jeu c'est de faire la plus grosse distance, et il y a les compètes, où là on est plus sur de la régate. On a un parcours à faire, entre 50 et 150 km, et celui qui va le plus vite gagne. Voilà. Est-ce que c'est dans ces disciplines où on voit ces sellettes un peu cocon, où on est vraiment comme dans un lit presque? Exactement, ouais, dans un canapé, où il y en a qui appellent ça des sellettes hamac, sellettes très profilées, on veut le coucher, et on a des appendices aérodynamiques pour réduire la traînée, pour augmenter la performance. Donc oui, c'est dans cette pratique qu'on voit ces énormes sellettes qui sont extrêmement confortables. Vous volez, j'imagine, avec des sellettes Cortel Design vous-même? Oui, forcément. Qu'est-ce que vous aimez dans ces sellettes? Leur atout, est-ce que c'est le confort? Ouais, on est réputé pour avoir un bon confort dans nos produits. C'est vrai que quand on va passer plusieurs heures, voire une dizaine d'heures dedans, c'est pas mal. Voilà, c'est un des points, quand on pratique soi-même, c'est un des points sur lesquels on fait attention. Et, ouais. Vous avez évoqué votre associé, vous êtes 2 dans l'entreprise? Alors aujourd'hui on est 7 et 2 associés principaux, on va dire, actifs dans la société. Comment se porte le marché en ce moment? On a vu que cet été, il y avait eu beaucoup d'affluence, de baptêmes, peut-être de plus en plus d'adeptes. Alors, sur les chiffres, je ne sais pas au nombre de pratiquants. En tout cas, la pratique a l'air de s'être intensifiée à tous les niveaux. Les écoles parlent d'une plus grosse fréquentation. Nous, en termes de vente, c'est une très bonne année. Même si on a eu le mois d'avril où là, on s'est posé des questions. Ça a été depuis largement compensé. Donc voilà, on a l'impression que les gens ont redécouvert les activités près de chez eux et c'est bien. Vous avez des projets de développement? Nous, c'est un développement permanent depuis que la société est montée. Donc ouais. Bon, on espère que tout va bien se passer pour vous. Merci beaucoup, Max Jean-Pierre, d'être venu nous voir sur le plateau de Panorama. On vous souhaite une bonne continuation. Merci pour l'invitation. Je vais accueillir tout de suite Alain Genoux, qui lui a un atelier de réparation et de contrôle des voiles. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre atelier, c'est Cap 360. C'est ça. Et il me semble que c'est tout nouveau. Oui, exactement. On a ouvert au mois de février de cette année. Donc un peu avant la crise du Covid. La crise est passée par là, ça a été quand même? Oui, ça a été. Ça a été parce qu'on a pu travailler quand même pendant cette période. Et puis les pilotes ne pouvant pas voler, ils nous ont aussi amené leur matériel pour qu'on puisse le contrôler avant la saison. Donc du coup, ça a été plutôt bénéfique, entre guillemets. Non, je n'irai pas jusque-là quand même. Mais on a pu s'organiser en début d'activité. Ouais. Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe dans votre atelier. Qu'est-ce qu'on vient faire réparer ou contrôler? Alors nous, on a 2 parties. Donc on a une partie de contrôle de voile dans laquelle on va inspecter l'aile de fond en comble pour savoir si l'aile a gardé ses caractéristiques de vol telles que les constructeurs nous l'ont définies. Et on a une deuxième partie de réparation où là on a une couturière qui est là pour réparer les tissus quand les pilotes ont eu des accidents par exemple.
votre couturière qu'on salue qui est venue avec vous, Marie-Maurice. Oui. Est-ce qu'elle a une formation particulière pour intervenir sur ce type de matériel ? Alors non, en France, il n'y a pas de formation particulière pour travailler sur les parapentes, mais c'est vrai que c'est des matières qui sont difficiles à travailler. Les ailes sont devenues de plus en plus techniques et voilà, c'est un métier qui s'apprend sur le tard. Vous travaillez tous les deux donc dans l'atelier ? Oui, c'est ça. Et on partage aussi l'atelier avec un collègue qui répare, lui, et qui plie les parachutes de saut d'avion. Donc c'est encore un autre, métier domaine et un autre métier, oui. Et vous êtes, je crois, un des seuls ateliers en France à réunir les deux, le parapente et le Je pense parachute. qu'on va être le seul en France, ouais, exactement. Comment vous êtes arrivé au parapente et à cette activité de réparation et de contrôle ? Alors, moi, ça fait 10 ans que je vole. Je viens des études, j'ai fait des études en physique par le passé, et puis trouvant pas vraiment un métier dans cette branche-là, par le fait du hasard, j'ai commencé à travailler dans un atelier de contrôle et de réparation. Voilà, il y a 5 ans du coup. Et du coup, c'est un peu votre passion ? Ah, du coup, oui, c'est un travail passion, effectivement. On imagine que c'est assez encadré, contrôlé, on ne peut pas faire n'importe quoi parce que c'est la sécurité du pilote qui est en jeu. Oui, effectivement, on fait bien attention à tout ce qu'on fait toute la journée et puis on respecte en fait les normes qui sont données dans le domaine du vol libre. Quel type de réparation vous avez le plus fréquemment à faire ? Alors nous, on contrôle beaucoup le calage des voiles. Donc le calage, c'est la géométrie de la voile. Et les profils aujourd'hui sont devenus de plus en plus fins. Et du coup, on doit vraiment s'assurer que le calage de la voile, il est correct pour que les pilotes volent en sécurité et que la voile, elle conserve ses caractéristiques de vol. Donc ça, c'est une grosse partie de mon travail quand je fais un contrôle. Et après, en réparation, on a vraiment plusieurs... on a tout type de réparation. Ça va de la petite réparation à des grosses déchirures quand il y a des pilotes qui finissent dans un arbre, par exemple. On arrive quand même à réparer le matériel. C'est ce que j'allais vous demander. Si on a un accident de parapente, on peut tout de même faire réparer sa voile ? Voilà, ouais. Dans la limite où les réparations ne dépassent pas le prix de la voile, on peut toujours réparer les voiles. Ouais. Est-ce que vous avez aussi besoin de vous fournir en matériel, en tissu de voile ? Oui, nous on est en contact avec tous les fabricants pour qu'on puisse avoir du tissu qui corresponde donc à ce qui a été mis sur la voile au départ, donc en fonction des qualités et des couleurs. Il me semble pas qu'on l'ait précisé, vous êtes installé à Contamine-sur-Arve ? C'est ça. C'est un hasard ou un choix ? Non, c'est un choix. On est bien localisé au milieu de la région. Donc on est au centre, entre le Salève, Mieuxy, toute la vallée de l'Arve. Donc on est bien installé là-bas. Comment vous voyez la suite ? Est-ce que vous avez de nouveaux projets, des projets de développement ? Non, pour l'instant on va continuer comme ça encore, voir comment l'année se finit. Et puis on verra au fil des années comment ça évolue. Et puis vous allez continuer à voler vous-même, j'imagine ? Oui, bien sûr, ouais. On va prendre le temps de voler un peu plus l'année prochaine, j'espère. Merci beaucoup Alain Genoux. On rappelle le nom de votre atelier, Cap 360, pour tous les parapentistes qui ont besoin d'un contrôle ou d'une réparation. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle semaine de Panorama sur 8 Mont Blanc.